Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Vous avez un ministère austère, mais vous êtes souvent attendu par le Messie, puisqu'on se dit finalement, après les grandes conférences de presse, les grandes déclarations, c'est lui qui sait et qui va nous dire ce qui va se passer en matière de réforme fiscale et de baisse des impôts, puisque normalement, les impôts doivent baisser, y compris d'ailleurs, là je parle plus des impôts, mais je parle des économies. Peut-être aurons-nous des pistes, grâce à vous, donc sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais d'abord, le climat politique, le retour de Nicolas Sarkozy, l'UMP qui dit que la présidence Hollande est un naufrage économique, la manifestation qui arrive ce week-end, très dure dans sa tonalité. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a une radicalisation de la droite. Et il y a la volonté d'un certain nombre d'acteurs de la droite de faire tomber la frontière qui la sépare des outrances de l'extrême droite. Parfois, pas tous, parce qu'il y a beaucoup de républicains à droite. Ils constituent même, je le crois, la majorité du genre. Mais il y a une tentation. Et il y a dans ce pays des gens qui, tous les jours, se lèvent en rêvant de faire le dimanche suivant quelque chose qui ressemble au 6 février 1934, avec la haine à la commissure des lèvres, la haine de la République, la haine de l'étranger, la haine du juif, la haine de la gauche, la haine de tout. Pardonnez-moi, mais c'est le contraire, parce que nous sommes tous les deux les amateurs d'histoire, ceux qui nous écoutent aussi. 6 février 1934, c'est les ligues contre l'Assemblée nationale. Là, il s'agit de manifestations minoritaires qui ont été condamnées par l'opposition. Est-ce que vous nous diriez solennellement ce matin qu'au fond, il y a une sorte d'alliance objective entre l'opposition classique et ceux qui manifestent? C'est important. Je ne dis pas cela, parce que cela ne correspond pas à la réalité. Je dis qu'il y a, y compris par exemple à l'occasion des questions au gouvernement, des thématiques utilisées, des propos tenus qui montrent qu'il y a une tentation de l'outrance. Je prends un exemple très concret. Lorsqu'un député pose une question au gouvernement en indiquant que le président de la République a été élu par défaut, c'est-à-dire qu'il remet en cause la légitimité de l'élection du président de la République, montrant en cela qu'il considère que nous sommes rentrés dans l'exercice de la responsabilité publique par effraction, là, il y a des dictes qui Donc tombent. il y a une délégitimation de la gauche. Je considère que c'est important, il y a une partie de la droite qui considère que le pouvoir lui appartient, que le pouvoir est sa chose, et que systématiquement, lorsque la gauche l'exerce, elle exerce dans l'imposture, elle exerce dans l'effraction, elle exerce par défaut. Et cela est très ancien, c'est vieux dans l'histoire de la République. D'accord. Et à chaque fois que la droite Parce que je dis d'accord, c'est pas une approbation, je comprends le problème. Mais la grande question politique, pardonnez-moi Bernard Cazeneuve, la grande question, ça pose problème. D'accord, mais la grande question politique, avant qu'on parle d'économie, parce que c'est le fond de notre entretien, la grande question politique, c'est vous qui êtes donc un des membres éminents de ce gouvernement, est-ce que vous considérez qu'il y a une sorte d'alliance objective, même s'il y a des dénégations officielles, entre, j'allais dire, Alain Soral et ses camarades dans la rue, les gens de la manifestation pour tous et l'opposition parlementaire? Et quand M. Fasquelle pose une question sur la nomination du fils d'un membre du gouvernement qui a tous les diplômes et toutes les compétences pour exercer une responsabilité dans une entreprise, en tenant des propos qui s'apparentent à ceux qui sont tenus sur le blog de M. Soral ou concernant la fille de Vincent Payon. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à aller regarder ce qui est dit sur le blog de M. Soral sur ce sujet. Ça devrait interdire la droite de se donner à ce type de propos. Ils peuvent s'interroger sur les nominations. On peut bien entendu s'interroger sur les nominations, mais il y a une manière de le faire, il y a des propos qu'on tient, il y a des postures qu'on prend, qui à un moment donné font tomber des digues. Et moi je suis convaincu... Mais est-ce que les digues sont tombées entre l'opposition classique et eux? Je l'appelle, l'opposition, à la plus grande vigilance, parce que je vois à l'Assemblée nationale une forme d'outrance, une forme d'excès, une forme de radicalisation qui ne correspond pas à l'idée que la plupart des républicains de droite et de gauche se font de la République. Mais est-ce que vous considérez que Jean-François Copé ne condamne pas suffisamment ces manifestations? Je pense que Jean-François Copé a tort d'être aussi souvent qu'il l'est dans l'outrance. Il y a une manière de radicalisation, de radicalité, de posture souvent outrancière qui ne contribue pas... une sorte d'allée objective d'Alain Soral. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous sommes tous responsables politiques, à droite comme à gauche, dans un contexte où la République est par essence fragile, et en ce moment, pour des raisons qui tiennent à la crise qui se prolonge, plus fragile qu'à l'accoutumée. Nous avons tous une responsabilité éthique. Nous devons tous faire attention à ce que nous disons. Nous devons tous percevoir que chaque mot que nous prononçons a une signification finalement. Et moi, s'ils sont dans la rue, c'est parce qu'il y a un naufrage des promesses qui sont celles d'Hollande. Non. Enfin, pardonnez-moi, je vais reprendre exactement la phrase de Nicolas Sarkozy. Oui. Hier, justement, il a dit « Rien n'est pire que le mensonge ». Donc, au fond, la logique de l'opposition, c'est de dire s'il y a un délitement de la société. Mais parce que François Hollande... Laissez-moi vous dire les choses très fermement sur ce point. Nous n'avons aucune leçon, ni de vérité,
ni de transparence à recevoir de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été en 2007 élu sur la promesse d'une nouvelle frontière. Il a laissé la France dans le mur. 600 milliards de dettes supplémentaires, des déficits qui ont explosé, 1 million de chômeurs supplémentaires, des thèmes instillés dans la société française à l'occasion du débat sur l'identité nationale, ceux qui se lèvent tôt, opposés à ceux qui se couchent tard, et le reste. Donc Nicolas Sarkozy a passé son temps tous les jours à faire une promesse. Donc pour c'est le pas lendemain. Hollande le naufrage, c'est Sarkozy avant. Non, nous avons trouvé la France dans la situation que l'on sait. Si aujourd'hui je suis obligé de faire 50 milliards d'économies, c'est tout simplement parce que les déficits ont explosé. Si aujourd'hui nous sommes obligés de maîtriser la dépense publique, c'est parce que M. Sarkozy, qui avait promis de bien gérer la France, a laissé la dépense publique augmenter de 160 depuis 2 ans, milliards. Bernard Cazeneuve. Ils ont été au pouvoir pendant 10 ans. Et depuis 2 ans, qu'avons-nous fait? Je vais prendre tous les sujets dont Nicolas Sarkozy a parlé hier et que vous venez d'évoquer, les uns derrière les autres. Les déficits. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, quel était le déficit public? Il était de 5,3%. L'an prochain, il sera de 3,6%. Les déficits des comptes sociaux, ils ont explosé, y compris lorsqu'il y avait de la croissance sous Nicolas Sarkozy. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, les déficits des comptes sociaux et du Fonds de solidarité vieillesse étaient de plus de 20 milliards. L'an prochain, dans le budget que j'ai présenté, sera 12,8 milliards, moins 8 milliards. Et si nous continuons cette trajectoire de maîtrise de nos comptes sociaux, à la fin du quinquennat, nous aurons 5 milliards de déficit. C'est-à-dire que nous aurons divisé les déficits des comptes sociaux par 5. La dépense publique, elle a augmenté de plus de 2% pendant les 10 années où ils ont été en situation de responsabilité. Dans le budget que j'ai présenté pour 2014... Non mais... Je vous fais le détail, Guillaume Durand, parce que vous me dites les mensonges, les échecs. Moi, je vous dis ce que nous avons trouvé. Je vous dis ce que nous avons fait. Et je vous dis que ce que nous avons fait est très loin de ce que nous voulons faire. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, y compris sur la question du chômage. Alors, quand la droite dit aujourd'hui, ils ne feront rien. Quand la droite dit aujourd'hui, ils ne feront rien. Quand la droite dit aujourd'hui, ils ne feront rien. Le pacte de la responsabilité... La droite ferait mieux de s'inspirer de l'héritage de ces grands leaders qui ont marqué l'histoire parce qu'à certains moments, ils ont rencontré une forme de vérité et de grandeur. Et elle ferait mieux d'abandonner le discours de l'outrance, de la caricature, et prendre sur ses épaules la part de responsabilité qui lui revient. Pour qu'on parle justement des problèmes fiscaux. Mais tout ça est très important parce que depuis justement le passage de 2012, on a l'impression que tout retombe justement sur la gestion de Nicolas Sarkozy quand c'est vous qui parlez. Mais c'est pas du tout de cela dont il s'agit. Non, d'accord, mais c'était pas ce que nous disions. J'ai même pas encore terminé la question. Pardonnez-moi, c'est très important ce que vous dites et je vais y répondre parce que j'ai deviné la question. C'est pas du tout ce que nous faisons. En plus, vous avez une petite voix ferme, mais comme je vous connais, on sent qu'il y a une sorte de colère qui est au bord des mots. Il n'y a pas de colère chez moi. On ne peut pas se permettre la colère aujourd'hui. Et la seule chose qu'on doit s'autoriser, c'est la maîtrise et la vérité. Il n'y a pas de place pour la colère dans un pays qui a besoin d'être apaisé et dont l'apaisement est la condition du redressement. Il n'y en a aucun apaisement dans le pays, vous le savez. Mais c'est bien la raison pour laquelle... Théorie du genre, Dieudonné, des factieux dans la rue, la résurgence de l'extrême droite. C'est bien la raison pour laquelle... Les investissements qui n'ont pas lieu. C'est bien la raison pour laquelle chaque républicain qui est attaché viscéralement à la République doit tenir des propos maîtrisés. Alors, ce matin, il y a donc cette réunion sur la réforme fiscale. Est-ce que la retenue à la source est vraiment la piste, puisque j'ai lu comme tout le monde, vous ce matin, les journaux, mais vous savez ça mieux que nous, puisque c'est vous qui êtes aux manettes. Est-ce que c'est effectivement la piste numéro 1 qui est retenue? Nous avons 3 objectifs, pour dire les choses simplement. La simplification. Et si nous pouvons faire en sorte que les modalités de paiement de l'impôt soient simplifiées pour les Français, et la retenue à la source est une piste sérieuse, elle est sur le métier, elle sera soumise au débat. Bien entendu... C'est la principale piste? Non, c'est une piste. Je ne vais pas conclure ce matin avec vous des assises qui s'ouvrent tout à l'heure, mais ce que je peux vous confirmer, c'est que la simplification, c'est-à-dire la facilitation pour les Français de toutes les démarches face à l'impôt, qu'il s'agisse de la télédéclaration, de la dématérialisation, de la possibilité de payer son impôt au fil de l'eau, la retenue à la source, et de ce point de vue-là, une excellente piste, sont sur le métier. Deuxième objectif, c'est plus de justice. Nous avons vu qu'un certain nombre de Français, du fait de la non-indexation du barème de l'impôt, de la suppression de la demi-part des veuves, sont rentrés dans l'impôt sur le revenu qui n'avait pas vocation à y rentrer. Nous avons par conséquent un travail de justice fiscale à faire. Comment est-ce qu'on travaille sur ce qu'on appelle le bas du barème? Vous savez que cette année, nous avons réindexé le barème de l'impôt sur le revenu. C'est près d'1 milliard de pouvoir d'achat restitué aux Français. Nous avons augmenté le revenu fiscal de référence. Nous avons augmenté la décote. Est-ce que l'on peut, en continuant à travailler sur ces sujets et en travaillant sur la relation entre la prime pour l'emploi et le RSA, faire en sorte que ceux qui sont rentrés dans l'impôt n'avaient pas vocation à y rentrer en sortent, et que ceux
qui ne doivent pas y rentrer n'y rentrent jamais. Donc là, il y a un travail très important à faire, qui doit être fait en liaison avec ceux qui participeront à ces assises de la fiscalité, simplification, justice fiscale. Et puis, il faut mettre de la lisibilité dans l'impôt. Vous avez énormément de niches fiscales, de dispositifs de crédit d'impôt qui obèrent la lisibilité de l'impôt sur le revenu. Est-ce que nous pouvons faire là aussi en sorte... Là aussi, vous connaissez les arguments de la droite. Ils n'ont pas arrêté d'augmenter les impôts et maintenant, ils nous font le coup de la lisibilité et de la baisse. Mais vous voulez que je vous rappelle la chronique fiscale? Ah non, parce qu'on va non, mais parce que la droite dit, et vous en faites, c'est bien normal, vous m'interrogez le relais. Je vais vous donner 3 chiffres, vous allez tout de suite comprendre. En 2011, plus 20 milliards. En 2012, la précédente majorité, plus 13, donc 33 milliards d'impôts faits par la précédente majorité. Et comme moi, je ne suis pas dans ce jeu de rôle qui consiste à dire c'est les autres et pas nous, je prends la part de responsabilité qui est la nôtre parce que cette vérité, on la doit aux Français. C'est ça l'honnêteté politique. Nous avons fait 8 milliards en 2012 parce que sinon, nous n'aurions pas atteint nos objectifs de déficit. Nous venions d'arriver en situation de responsabilité. Et en 2013, nous avons fait 20 milliards. Donc il y a 33 milliards pour la droite et 28 milliards pour la gauche. Donc, parce que la droite fait campagne à l'Assemblée nationale en disant la gauche a augmenté les impôts de 50 milliards, ça porte un nom, c'est un bobard. Je vous ai donné les chiffres extrêmement précis, ils sont vérifiables, ce sont ceux que je viens de vous donner. Et par conséquent, oui, quand en 4 ans, on augmente les impôts de plus de 60 milliards, droite et gauche confondus, à un moment donné, il y a une nécessité de faire du redressement des finances publiques par d'autres moyens. C'est la raison pour laquelle en 2014, dans le budget 2014, si je neutralise l'effet de la lutte contre la fraude fiscale, c'est seulement 1 milliard, c'est-à-dire que nous avons divisé par 20 l'augmentation de la pression fiscale. Et pour les années suivantes, 2015, 2016, 2017, je souhaite que l'on ajuste les budgets exclusivement par des économies en dépenses, exclusivement. D'accord, mais justement, quand est-ce qu'on aura le détail de ces économies? Pardonnez-moi, il me reste 1 minute, j'ai encore 2 ou 3 questions à vous poser. 2014, nous avons fait 9 milliards sur l'État, 6 milliards sur la protection sociale, j'ai détaillé ces économies. Pour la suite, je commence mes auditions ministérielles, c'est-à-dire la rencontre avec tous mes collègues, lundi matin, avec l'objectif d'avoir documenté l'ensemble des économies qui permettront de faire... le budget 2015 et le triennal, c'est-à-dire la trajectoire de finances publiques qui nous engage jusqu'à la fin du quinquennat pour le mois de juin. Geoffroy Roux de Bézieux dit ce matin dans le Figaro, c'est bien gentil, la retenue à la source, mais il y a 80% des Français qui sont déjà mensualisés et pour les entreprises, ça va être très compliqué, il va falloir changer tout le système de paye. Vous lui répondriez quoi ce matin, brièvement, parce que j'ai une dernière question qui est très importante. Mais le travail que nous allons engager peut permettre de faire une retenue à la source qui ne passe pas nécessairement par les entreprises. Il y a tout un travail technique à faire. Les assises sont là pour que nous le fassions ensemble. Est-ce que vous allez connaître dans les mois qui viennent tout le nom des Français, puisqu'il y a des listes qui sortent, qui ont des comptes en Suisse? Est-ce que vous avez passé ou vous allez passer un accord avec l'État fédéral pour qu'il y ait une transparence définitive des Français qui ont des comptes en Suisse, sur tout le monde? Mais moi, je suis résolu à gagner cette bataille. D'ailleurs, nous l'avons engagée, nous commençons à la gagner. J'ai pris une circulaire au mois de juin, sur laquelle j'ai lu beaucoup de choses. Elle est trop dure. Elle met en place des conditions de droit commun. Il n'y a plus de cellules particulières pour accueillir les fraudeurs. L'anonymat est supprimé. Ils ne viendront pas. Ce que je constate, c'est que c'est plus de 12 000 Français détenant des comptes à l'étranger, des comptes non déclarés. Mais est-ce qu'il va y avoir un accord gouvernemental avec les Suisses pour que justement le secret bancaire soit levé pour les Français en Suisse? Je ne sais pas du tout un souhait de ma part, c'est une question que je vous pose. Mais notre stratégie, elle est très simple, c'est obtenir des conventions automatiques d'échange d'informations avec tous les pays. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter, compte tenu des efforts qui sont faits par les administrations publiques et les Européens en Europe pour redresser les comptes, qu'il y ait des citoyens européens qui s'emploient à échapper à l'impôt, parfois par des montages extraordinairement sophistiqués. Ce sera vrai pour tous les comptes de tous les Français. Et moi, je suis résolu à mener ce combat et à le gagner. Et pour l'instant, nous sommes en train de le gagner. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu ce matin donc répondre à ces questions politiques et des questions précises évidemment sur votre ministère, celui du budget. Passez la meilleure journée possible, c'est une formule sincère, même si c'est une formule que je prononce tous les matins. Bonne journée à vous.